Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le métier d'éducateur spécialisé. 1. Un écart entre le titre et les postes. Éducateur spécialisé, un titre qui laisse imaginer une technicité indispensable, réservée aux seuls qualifiés, mais aussi un métier méconnu que les titulaires ne savent pas toujours mettre en valeur dès lors qu'ils sont appelés à en décrire le contenu. 11. L'univers professionnel des éducateurs spécialisés. Les éducateurs spécialisés participent à l'éducation d'enfants, d'adolescents ou d'adultes dépendants, pour des raisons physiques, psychiques ou de précarité sociale. Ils n'ont pas le privilège de ce type d'action. Nombreuses sont les professions qui se veulent éducatives et qui gravitent autour de celles d'éducateurs spécialisés. Certaines utilisent le terme d'éducateur dans le patronyme de leur métier, mais en réalisant des tâches professionnelles différentes, comme les éducateurs techniques ou sportifs. D'autres accomplissent les mêmes tâches professionnelles dans certains domaines d'activité, les éducateurs de jeunes enfants, les moniteurs éducateurs. Cette inflation de professions éducatives rend peu lisibles les contours de la profession d'éducateur spécialisé. L'adjectif spécialisé, censé venir nommer le secteur professionnel de l'éducation spécialisée, crée un malentendu en laissant penser qu'il s'agit de techniques spécifiques au regard d'un public particulier. Il est fréquent pour un éducateur spécialisé de s'entendre demander sa spécialité à l'annonce de son métier. Ces délimitations imprécises ont deux effets immédiats. D'une part, celui de rendre plus complexe le marquage statistique du fait de confusion entre professions proches, d'autre part le brouillage d'une identité professionnelle. La première difficulté pour aborder ce métier est de pouvoir rendre compte des différents domaines d'activité professionnelle. Ceux-ci sont multiples, en raison de la diversité des publics avec lesquels ces professionnels sont susceptibles de travailler. De nombreux paramètres influent sur leur positionnement professionnel. La spécificité du public, âge, difficulté, la structure d'accueil, les tâches professionnelles, les savoirs à mobiliser, les partenaires, les politiques sociales. Tous ces éléments, s'ils peuvent être étudiés séparément, demandent à être pensés ensemble car ils influent de manière systématique sur les parcours professionnels. Dans les institutions spécialisées, les éducateurs sont présents du matin au soir et parfois la nuit. Ils réalisent des tâches très diverses, allant de l'accompagnement des usagers dans la vie quotidienne à la transmission de savoir dans le cadre d'apprentissage, en passant par des réunions avec d'autres professionnels et l'élaboration de projets. Il nous faudra différencier leurs tâches professionnelles, en les regroupant en activités centrales ou principales, et activités périphériques ou secondaires. Pour chaque éducateur spécialisé, selon le secteur d'intervention, existe une activité centrale qui regroupe les tâches professionnelles les plus fréquentes et une ou des activités périphériques qu'il réalise occasionnellement ou qui ne représentent qu'une petite part des tâches réalisées. Étudier les carrières professionnelles revient aussi à comprendre comment les éducateurs spécialisés se dégagent petit à petit de l'activité centrale, ou au contraire cherchent à la renforcer en diminuant, autant que possible, les activités périphériques ou les désagréments qu'elles occasionnent. Il est difficile de décrire le travail des éducateurs spécialisés, tant les différents modes d'accueil et d'intervention engendrent des pratiques spécifiques. Afin d'y voir plus clair, nous pouvons poser d'entrée que l'activité centrale de l'éducateur est d'éduquer tout comme celle de l'instituteur est d'enseigner. Cependant, si l'acte d'enseigner est associé à des pratiques professionnelles bien repérées, à un cadre celui de la classe, l'action éducative renvoie à des pratiques mal identifiées et à des cadres différents selon l'exercice professionnel. Lorsque l'on interroge les éducateurs spécialisés sur ce qu'ils font concrètement, la réponse tourne le plus souvent autour de l'instauration d'une relation de qualité avec un usager. Le support principal de l'activité professionnelle est peu décrit, au profit du sens du travail et d'une compétence relationnelle. Lors de nos interviews, rares ont été les répondants qui ont relaté que leur tâche principale consistait à aider les usagers à se laver, à manger, à s'habiller. Dans les internats pour enfants et adolescents, il est exceptionnel que soit décrit comme pratique professionnelle principale, la toilette des enfants, la surveillance des devoirs scolaires, l'organisation et l'animation d'un jeu, l'encadrement d'un repas, la préparation d'un petit déjeuner, bref autant d'activités référées à la sphère privée. On voit alors l'importance, pour ces professionnels,
d'intellectualiser leur activité professionnelle au détriment du contenu. L'activité centrale et les activités périphériques. Les premiers éducateurs dans les années 1945 avaient pour activité centrale l'encadrement de groupes d'enfants ou adolescents, afin de les observer puis de les orienter. C'est cette capacité à encadrer qui fondait la compétence. Être avec les jeunes dans les institutions spécialisées, les occuper, leur enseigner la discipline, l'obéissance, leur permettre d'accéder à des apprentissages, tels étaient les objectifs généraux à atteindre pour penser une insertion sociale. Les groupes étaient importants, 20 jeunes parfois plus pour un adulte. Aujourd'hui les groupes dépassent rarement 10 à 12 individus et l'encadrement est assuré, dans la plupart des temps d'intervention, par 2 professionnels. Le développement du secteur de l'éducation spécialisée, à travers la multiplication des structures d'accueil, des publics, fait que l'activité centrale et les activités périphériques sont différentes selon le cadre de l'exercice professionnel et renvoient à des stratégies divergentes dans la conduite de la carrière. La stratégie la plus probable que nous avons relevée dans les entretiens consiste à glisser petit à petit d'une activité constituée d'interventions professionnelles dirigées sur du collectif, groupe d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, vers une activité faite d'interventions axées sur l'individu. Il ne s'agit pas ou pas seulement d'un changement de posture théorique ou éthique, faisant de l'individu le centre de la prise en charge, mais d'un changement d'activité centrale entraînant des modifications dans les horaires de travail, les contraintes institutionnelles, les tâches réalisées ainsi que dans la valorisation symbolique du travail. L'évolution du paradigme de l'éducation spécialisée qui reposait sur des grands collectifs pour aujourd'hui plutôt privilégier les petites unités de vie, a été pour une part retraduite par les éducateurs spécialisés par la nécessité de privilégier les prises en charge individuelles, ce mode d'intervention renvoyant à des professions beaucoup plus valorisées socialement. Selon le contexte, internat, externat, milieu ouvert, le statut du public, enfant, adolescent, adulte, ses difficultés, handicap mental, moteur, inadaptation, etc., les tâches concrètes des éducateurs spécialisés seront différentes, parfois très éloignées. La conduite d'une carrière professionnelle, sous l'angle de la recherche d'une activité centrale satisfaisante, renvoie à de nombreux cas de figure possibles. Dès lors, il nous apparaît nécessaire de regrouper les éducateurs spécialisés selon leur activité centrale. La carrière professionnelle devient ainsi le chemin parcouru balisé par les changements d'activité centrale. Nous avons retenu 3 critères principaux de regroupement afin de constituer des familles à partir de l'activité centrale. L'espace géographique dans lequel s'exerce l'activité professionnelle. Le mode d'accueil ou d'accompagnement du public concerné. Le support professionnel principal utilisé pour établir et vivre le contact avec le public, c'est-à-dire l'ensemble des tâches réelles concrètes réalisées de façon prévalente. Nous avons regroupé les éducateurs spécialisés en 3 familles selon l'activité centrale exercée. Nous sortons ainsi des habituelles typologies centrées sur le public, le type d'établissement ou le mode d'accueil. Nous avons choisi d'utiliser le terme de famille, afin d'insister sur l'idée qu'il s'agit, non pas de pratiques identiques mais comparables. Les éducateurs spécialisés d'une même famille ont une activité centrale composée de tâches semblables, mais pas nécessairement accomplies de la même façon ni dans les mêmes conditions. Les 2 premières familles sont constituées d'éducateurs spécialisés exerçant dans des espaces géographiques similaires. Les établissements traditionnels, internats ou externats. La 3e famille renvoie à un espace géographique de l'exercice professionnel beaucoup plus étendu. La rue, le quartier, la ville, voire la circonscription pour ceux qui interviennent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Première famille, les éducateurs spécialisés du quotidien. L'espace spatial dans lequel exercent ces éducateurs est concrétisé par l'établissement spécialisé traditionnel fonctionnant le plus souvent avec un hébergement, internat. Les tâches principales réalisées se résument à l'encadrement d'un groupe d'enfants, d'adolescents ou d'adultes durant les différents moments de vie quotidienne, hors des temps de classe s'il s'agit d'enfants scolarisés, hors des temps d'atelier s'il s'agit de jeunes en formation professionnelle, hors des temps de travail s'il s'agit d'adultes en ESAT. L'énumération pourrait se poursuivre mais on voit bien à travers ces quelques exemples que l'activité centrale s'appuie sur les moments de non-travail, qu'ils soient scolaires, professionnels ou occupationnels.
Ces éducateurs spécialisés embauchent tôt le matin ou terminent tard le soir. Ils font des nuits, travaillent certains week-ends. Leur mission est la prise en compte d'un individu au sein d'un collectif en institution spécialisée. L'activité centrale se décline en deux grands domaines, la socialisation et la gestion des loisirs. Les tâches à réaliser seront spécifiques selon les usagers hébergés. On n'accompagne pas de la même façon un groupe d'enfants de 6 à 8 ans dans sa préparation au coucher, et des jeunes trisomiques, des adolescents placés dans un foyer par le juge des enfants ou des adultes accueillis en CHRS. Lorsqu'un éducateur spécialisé dit vouloir quitter l'internat, il indique par là vouloir retrouver des horaires de travail plus adaptés au rythme de vie ordinaire et quitter des tâches professionnelles devenues, ou risquant de devenir, ingrates ou difficiles physiquement et souvent associées à la représentation de l'éducateur jeune, sportif et débutant. Pour illustrer le travail éducatif réalisé dans ce type de structure, une comparaison avec la vie quotidienne d'une famille peut être efficiente. Paul Durning parle d'activités de suppléance familiale dès lors qu'il y a hébergement, ce qui place les éducateurs spécialisés d'internat dans la position d'exercer des fonctions parentales, position rarement assumée, comme nous le verrons dans les interviews, vraisemblablement par confusion ou crainte de confusion entre suppléance et substitution parentale. Les internats spécialisés regroupent toutes les activités possibles de la sphère domestique, allant de l'éducation des enfants à l'entretien des locaux, en passant par le ménage, la lessive, les soins ordinaires. En général, les tâches matérielles les plus importantes sont assurées par des agents des services généraux. La différenciation des sexes est très marquée dans ces établissements. Les femmes font le ménage, la lessive et la cuisine, tandis que les hommes se voient attribuer l'entretien des locaux et de l'environnement, Durning. Sur le plan éducatif, le clivage est moins marqué et la répartition des tâches selon les sexes suit assez fidèlement l'évolution de la société, et jusque dans les années 1970 à 1980, il était rare qu'un éducateur exerce avec de très jeunes enfants ou qu'une éducatrice intervienne dans un internat pour adolescents cas sociaux. La mise en perspective du travail des éducateurs spécialisés d'internat avec une fonction de suppléance parentale interroge l'engagement de ces professionnels. Richard Joseph Schber, dans une étude menée auprès d'un groupe de 173 éducateurs d'internat, 95 femmes et 78 hommes, remarque que 48% des femmes qui exercent dans un internat n'ont pas d'enfants. Il y voit un lien entre engagement et construction identitaire 33, et l'occasion pour des femmes sans enfants d'exercer une fonction maternelle. Cette hypothèse repose sur une étude portant sur un faible nombre d'éducateurs spécialisés, et doit être prise avec prudence. Notre recherche met également en évidence un pourcentage d'éducatrices sans enfants, mais plus faible. Si la moitié, 49,5% des femmes de notre échantillon travaillent en internat au moment de l'enquête, seules 30% d'entre elles n'ont pas d'enfants. Durant les entretiens, plusieurs femmes, mères de famille, nous ont confié leur incapacité à exercer leur métier auprès d'enfants proches en âge des leurs. On peut y voir, chez ces femmes, une angoisse résultant d'un contre-transfert tel que le décrit la psychanalyse, mais aussi la nécessité de ne pas être déjà fortement investi affectivement ailleurs, afin d'être totalement disponible pour le public considéré. Nous relaterons ici, pour compléter ce propos, un fait rapporté par une étudiante dans le cadre d'un travail dirigé. Dans l'établissement spécialisé dans lequel elle réalisait son stage, la permanence de Noël était toujours assurée par une éducatrice célibataire. Étant entendu pour l'ensemble des collègues que le statut de célibataire désignait naturellement celui ou celle qui serait de service les soirs de fête familiale. Si le type d'activité, élevage d'enfants, n'est pas étranger à l'engagement de certaines femmes dans un établissement fonctionnant sur le mode de l'internat, il faut aussi comprendre que leur présence relève également d'une faible mobilité professionnelle à laquelle s'ajoute un gain financier à travers la prime d'internat. Ce sera l'objet de notre 3e chapitre. Les éducateurs spécialisés du quotidien sont donc appelés à aider des enfants ou des adultes à faire leur toilette, à s'habiller. Ils jouent avec eux, animent des soirées, s'assurent qu'ils se couchent à l'heure prévue, etc. Sur cette activité centrale se greffent des activités périphériques comme le travail institutionnel qui renvoie à l'élaboration de projets, les réunions d'équipe, les écrits professionnels,
qui seront plus ou moins importants selon les institutions, l'écrit étant parfois réservé aux chefs de service, les entretiens avec les familles ou les usagers, l'animation d'ateliers divers. Différentes façons de faire sont à l'œuvre, individuellement ou collectivement, pour réduire les tâches liées à l'activité centrale lorsque celle-ci est partiellement ou totalement insatisfaisante, au profit d'activités périphériques. Un des grands champs de bataille entre équipes éducatives et équipes de direction est celui relatif au temps de réunion. La réunion d'équipe, espace d'élaboration collective, de régulation, est souvent au cœur des conflits institutionnels. Diminuer les temps de réunion est vécu le plus souvent, par les éducateurs spécialisés, comme une non-reconnaissance de leur travail. L'action se fait auprès des jeunes, la conceptualisation en réunion d'équipe. Toucher au temps de réunion revient à nier la nécessité d'une conceptualisation, et tend à maintenir le métier d'éducateur spécialisé du côté de l'exécution. Les stratégies individuelles consistent à développer une activité périphérique en vue de la rendre centrale pour le professionnel et pouvoir ainsi sortir des tâches devenues pénibles ou insuffisamment valorisantes. Par exemple, un éducateur spécialisé qui travaille dans une structure accueillant de jeunes enfants et adolescents déficients intellectuels réalise la plus grande partie de son activité professionnelle sur les temps d'internat, mais il intervient aussi quelques heures en journée auprès des jeunes. Il met alors en place une activité spécifique, sous la forme d'un atelier théâtre, poterie, peinture, activité sportive, selon les intérêts et besoins des jeunes, au fil du temps, de la carrière pourrions-nous dire. Il cherche à imposer cette activité afin de ne plus exercer qu'en journée autour de l'animation de cet atelier. On peut voir ainsi, dans de nombreux établissements, des éducateurs spécialisés utiliser une compétence parfois issue de l'espace privé, mais pas toujours, et en faire le cœur de leur activité professionnelle. Je suis relativement bon musicien, je suis à l'aise. J'avais ce créneau d'activité musicale que je qualifierais d'éveil musical. Il ne s'agissait pas d'une activité de soins, c'était pas thérapeutique au sens médical du terme, mais cette activité me prenait aussi sur une semaine UNC bonne journée. Homme travaillant en foyer occupationnel. Pour ces éducateurs du quotidien, l'activité centrale s'appuie sur la vie journalière et cela quel que soit le public. Sont concernés aussi, en moins grand nombre, ceux qui travaillent dans des externats, cette fois avec des publics présentant des déficiences graves et invalidantes. L'accompagnement diffère selon les besoins des usagers. Il peut être de proximité avec de jeunes enfants ou des personnes très dépendantes, ou au contraire distancié avec des adolescents cas sociaux ou des adultes en difficulté sociale. Une éducatrice, mère de famille nombreuse. Pascaline Monsieur a 46 ans. Elle est éducatrice spécialisée dans un centre d'enfants, et elle exerce dans un service d'urgence qui accueille de jeunes adolescents en difficulté sociale. Le service est éloigné géographiquement du pôle principal de l'établissement. Il est situé dans le centre-ville d'une métropole régionale. Le groupe qui évolue au gré des admissions est de plus en plus constitué de jeunes migrants. L'accueil se fait dans une maison individuelle. Elle décrit sa soirée de travail, un soir d'été 2003, et la matinée qui suit. Pascaline Monsieur, on fonctionne tous les soirs en doublure de 17h jusqu'à 23h. Dans la journée de 9h jusqu'à 17h, il y a un éducateur de jour, le week-end on est seul et on doit tout assumer. On n'a pas de femme de ménage, on n'a personne pour faire la cuisine, on n'a personne pour faire les courses. On doit tout assumer avec ou sans les jeunes. Il ne faut pas compter sur les jeunes pour faire beaucoup de choses. On sait bien que les ados c'est pas leur dada de faire du ménage. Donc on a beaucoup de boulot à ce niveau-là et beaucoup de tâches matérielles. Par exemple, moi j'ai commencé hier soir. Je reviens d'une semaine de vacances. Première chose, un briefing de ma collègue qui elle n'était pas en vacances. Je lui dis comme d'habitude, « Tu me donnes ce qu'il faut pour fonctionner à partir de ce soir sans que je commette d'impair, est-ce qu'il y a des trucs graves ?» Elle me dit, « Non, il y en a 15 jeunes actuellement, normalement c'est 12, et tu as un entretien tout à l'heure. » Présentation des situations. Lecture des coariers. Éléments d'une jeune pour l'entretien. Entretien. Rejoindre le groupe, téléphoner, dîner avec les jeunes, rassurer ceux qui partent. Une éducatrice remplaçante, Sirivec à 14h, avait préparé le repas. Ma collègue, elle, n'a pas mangé avec nous.
elle est allée avec un jeune pour qui, au dernier moment, il fallait acheter des vêtements pour partir en colo. Un peu de télé, ils sont partis prendre l'air, j'ai fait les écrits, j'ai fait les comptes. Tout le monde est monté se coucher à minuit, et moi j'ai continué jusqu'à 1h30 de finir de lire les notes, de préparer ma journée d'aujourd'hui. Oui, j'avais des messages de collègues à approfondir, des papiers administratifs à remplir. J'ai fait tout ça jusqu'à 1h30 du matin et puis je me suis couché et ce matin, réveil à 7h, premier jeûne à 8h. Mais moi, de 7h à 8h, j'ai fait un peu de ménage, la préparation du repas du midi, le gigot d'agneau, éplucher les pommes de terre et tout ça avant 9h, avant que les collègues arrivent parce que de 9h à midi, on était en réunion. Pendant la réunion, je suis sortie pour mettre mon gigot au four, mes pommes de terre, et à 12h34 avec une jeune on a mis le couvert. Et à 13h il y avait une maman qui m'attendait dans le bureau. Et j'ai mangé en 5 minutes parce qu'à 13h30 j'avais un autre entretien. Quand je suis revenue de réunion, j'avais 3 messages de travailleurs sociaux de l'extérieur, de l'AS et du centre de l'enfance, j'ai rappelé tout le monde. À 14h ma collègue est arrivée. On a pris une demi-heure pour faire la transmission et à I4H30 je lui ai dit « Tu me mets dehors ?» Parce que généralement on déborde toujours, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le nombre de tâches matérielles qui incombent à cette éducatrice est particulièrement élevé. Il est en fait le prix à payer pour bénéficier d'un travail dans une petite unité de vie, autonome sur le plan du fonctionnement, et décentralisé par rapport à l'établissement principal. Le ton qu'elle utilise pour décrire son travail est particulier. Il ne se démarque pas du langage commun et n'emprunte pas à un langage professionnel, insistant ainsi sur l'investissement personnel engagé dans cette position de suppléance familiale. Le propos est très proche de celui d'une mère de famille nombreuse. On n'y perçoit pas la complexité du travail, hormis une impression d'hyperactivité qui émerge des propos. La difficulté ne réside pas dans les tâches à réaliser, mais dans la capacité des adultes à contenir en permanence des jeunes peu enclins, pour différentes raisons, à supporter l'autorité et les règles de vie en commun. Le travail avec les familles des jeunes accueillis représente, comme les réunions, un enjeu pour les éducateurs spécialisés en termes de valorisation du travail. Il leur permet d'avoir là une activité périphérique gratifiante, et le sentiment, à juste titre d'ailleurs, d'aborder la situation d'un jeune dans sa globalité. Il consiste principalement en des entretiens formalisés, qui donnent à leur travail un volet intellectuel important et qui renforcent leur pouvoir dans l'établissement. Il est fréquent qu'ils soient réalisés par d'autres professionnels, psychologues par exemple, ou par le chef de service, renvoyant là encore les éducateurs spécialisés dans le champ de l'exécution. Hubert C. a 47 ans. Il raconte son travail dans le premier emploi occupé après son diplôme d'État en 1987, dans un IME fonctionnant sur le mode de l'internat et accueillant des jeunes ayant une légère déficience intellectuelle. Ce public lui convient bien, mais il ne restera pourtant que 8 mois sur ce poste en raison de tâches qu'il considère exclusivement du domaine de la surveillance. Hubert C. Moi, ça me rappelait mon boulot de pion. Assurer le lever, le petit déjeuner, ce n'était que de la présence. C'était vérifier que les choses se passaient bien, présence, surveillance. On était là sur le temps du repas, de la récréation. Les jeunes allaient dehors après le repas et le soir le temps de l'étude. Il y avait une petite étude pour ceux qui allaient en classe, mais c'était vraiment léger et puis le temps de veiller. Les jeunes étaient devant la télé ou des trucs comme ça, de temps en temps on organisait une activité, mais pour moi ce n'était pas ça le boulot. Les seules interventions qu'on pouvait avoir étaient de l'ordre de la gestion du groupe, c'est tout. Moi j'aurais imaginé qu'on fasse un travail avec les parents, qu'on les rencontre, qu'on voit avec eux le parcours de leur fils. C'était pratiquement que des garçons à l'époque, mais ça non, ça ne se faisait pas. L'activité centrale, pour cet éducateur spécialisé, consiste exclusivement à surveiller des jeunes dans la vie quotidienne. Ce n'est pas tant ce type d'encadrement qu'il remet en cause, que le fait qu'il soit au centre du travail de l'éducateur spécialisé, ce qui de son point de vue ne correspond pas à la nature du métier. Il quittera rapidement cet établissement pour un autre du même type qui le satisfera, ce dernier mettant l'accent sur le suivi individuel et sur la responsabilité qui en découle. Le cœur du métier se déplace alors de l'encadrement vers le suivi individualisé. Hubert C.
Donc je suis restée 8 mois, je ne suis même pas restée une année. J'ai dû passer le concours pour entrer au foyer de l'enfance en février-mars et j'ai dû partir dès que le poste au foyer de l'enfance s'est trouvé disponible. On intervenait sur des demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. On faisait un travail important avec les familles. C'était nous, en tant que référents du jeune, qui prenions contact avec les établissements, qui allions les visiter avec les jeunes. On assurait effectivement le temps de travail d'internat qui était peut-être le même qu'AP, établissement précédent, par exemple des temps de repas ou des choses comme ça, mais il y avait une prise en charge beaucoup plus individualisée, c'est-à-dire qu'en tant que référent, on passait beaucoup de temps à discuter avec le jeune qu'on avait en référence. On avait un temps très important d'études le soir avec les jeunes. Ils étaient chacun dans leur chambre, et on passait individuellement pour les soutenir. On avait des réunions régulières d'équipe encadrées par l'éducateur-chef. Enfin, c'était quelque chose d'assez structuré et qui fonctionnait bien, et qui m'a bien convenu à moi en tous les cas. Les horaires d'internat me convenaient tout à fait. Alors 7h14 h20, il y avait un petit temps de battement entre les deux équipes et 14h, 22h ou 23h, je ne sais plus. On faisait des nuits et puis on faisait les week-ends surtout, on faisait un week-end sur 3. Les activités décrites par cet éducateur dans 2 établissements distincts mais fonctionnant sur le même régime, l'internat, et avec un public relativement proche, ne paraissent pas si éloignées. Les tâches à réaliser sont les mêmes, mais elles s'accomplissent selon des modalités qui donnent une image professionnelle de soi plus positive. Le glissement d'une prise en charge collective vers une prise en charge individuelle permet de sortir de l'image sociale du pion au profit de celle d'éducateur. Deuxième famille, les éducateurs spécialisés pédagogues. Leur activité centrale a pour support l'animation d'ateliers sur le modèle scolaire. Ils exercent le plus souvent dans des établissements qui n'ont pas d'hébergement. Le public arrive le matin et repart le soir. Le travail éducatif vise principalement des apprentissages simples et utilisables dans la vie sociale. Il est différent dans sa forme selon l'âge, le sexe et ou le handicap des bénéficiaires. Les apprentissages recherchés peuvent être ceux de la petite enfance qui n'ont pu s'acquérir en raison du handicap ou d'un manque de stimulation dans le milieu familial. Ils visent, dans tous les cas, à maintenir ou à augmenter le potentiel personnel et à acquérir les prérequis indispensables à la vie en société. Il s'agit le plus souvent, lorsque le public est constitué d'enfants ou d'adolescents, d'activités périscolaires. L'intérêt pour les éducateurs spécialisés pédagogues est double. D'une part, ils travaillent sur des horaires en journée mieux adaptés à une vie familiale. D'autre part, ils exercent dans un cadre équivalent, en termes d'espace, à une classe et avec des objectifs, apprentissage ou soins, propres à d'autres professions, enseignants ou rééducateurs. Les similitudes avec la pratique des instituteurs sont telles que les éducateurs spécialisés ne savent pas toujours comment nommer l'espace dans lequel ils accueillent les enfants. C'est souvent le mot de classe qui vient et pour éviter toute confusion, ils parlent de leur salle ou de leur atelier. Ces éducateurs spécialisés peuvent ainsi développer une activité professionnelle très proche de celle d'un enseignant en CLIS par exemple, tout en étant le plus souvent dans une position de subordination par rapport à l'instituteur. L'éducateur était considéré comme la dernière roue du carrosse. C'étaient les instituteurs à l'époque qui faisaient la pluie et le beau temps dans l'institution. Les instituteurs nous disaient « En ce moment on est dans l'étude du cercle, fais-lui couper des cercles cet après-midi. » Femme en externat dans un ITEP. Si l'activité centrale consiste à encadrer un groupe d'enfants ou d'adultes avec des enjeux cognitifs, leurs activités périphériques sont très proches de celles des éducateurs du quotidien. Réunions pluriprofessionnelles sur la situation d'un usager, synthèse, rencontres avec les familles, etc. Les stratégies développées pour faire évoluer les fiches de poste afin d'échapper aux tâches professionnelles peu valorisantes ou difficiles pour la personne varient selon les situations compte tenu des tâches à éviter. Quand il faut faire sa place. Le cas de Cécile B en est une illustration significative. C'est une femme de 51 ans au moment de l'entretien. Elle est éducatrice spécialisée diplômée depuis 12 ans et a toujours exercé dans le même ITEP en externat. Avant sa formation, elle y avait travaillé 4 ans comme éducatrice de contact. À son arrivée, l'équipe était divisée entre les anciens, aux méthodes plutôt autoritaires, parfois un peu musclées,
et les nouveaux aux approches éducatives plus libérales. D'une façon générale, l'institution ne valorisait pas le travail éducatif au profit du travail scolaire, maintenant ainsi les éducateurs dans une position de subordination les obligeant à revendiquer leur place. Cécile B. Dans le cadre de l'Institut de rééducation, il a fallu faire tout un travail pour se démarquer des enseignants, prendre notre indépendance et dire qu'on était là quand même pour que ces enfants deviennent des personnes, on disait socialisation, individuation. Que ces enfants ne soient pas là que pour apprendre, que pour récupérer un niveau scolaire puisque c'était dans les objectifs de l'institution, mais déjà qu'ils s'épanouissent, qu'ils fassent le point avec leurs difficultés, qu'ils arrivent à se connaître. Enfin, on avait tout ce travail à faire, mais à ce moment-là il fallait sortir de ce cadre autoritaire, c'était pas possible, dans ce cadre autoritaire de garde-chiourme-là. Ce sont les tâches de surveillance qui lui posaient alors le plus de problèmes, la compétence éducative étant évaluée, particulièrement chez les anciens, par la capacité des adultes à dominer le groupe d'enfants. Malgré une ambiance de travail très tendue, petit à petit, les jeunes éducateurs sont parvenus à trouver leur place dans l'institution, à imposer des projets éducatifs, même si certaines pratiques autoritaires perdurent. Cécile B., bien qu'insatisfaite dans l'ensemble de son travail, n'envisage pas de quitter l'institution pour un autre établissement. Cécile B. Quand je faisais le tour de C, ville moyenne la plus proche, il y avait bien le foyer mais ce n'était pas génial non plus et encore aujourd'hui, les gens du foyer, je les côtoie souvent, dans le cadre syndical. C'est quand même drôlement difficile de travailler au foyer parce qu'il y a des fugues tout ça. Et puis il y avait ma formation, d'éducatrice spécialisée, qui m'avait redonné du tonus. J'ai tenu encore 5 ans. C'était dur, j'ai quand même eu une répression, bon pas que ça. Il y avait aussi ma vie personnelle, il y avait des trucs, je ne dis pas que ce n'était que ça, mais quand même c'était dur. Le changement d'employeur est une hypothèse écartée par un attachement à son établissement. Pourtant, il est nécessaire pour elle, c'est même une question de survie, d'échapper aux aspects contraignants de son travail. L'engagement syndical qui lui permet de bénéficier d'heures de délégation, le passage à un temps partiel et la formation continue, sont des solutions qui améliorent sa situation mais qui ne sont pas suffisantes pour éviter les tâches insatisfaisantes, voire disqualifiantes. Les formations qu'elle suit dans le cadre de la formation continue ne sont pas diplômantes, visant non pas un changement de poste de travail mais une simple amélioration du poste occupé. Grâce à l'acquisition de savoir-faire spécifiques, par des formations dans des techniques de créativité, elle est à même d'animer des ateliers qui lui conviennent et valorisent son travail. Elle peut ainsi quitter le domaine de l'occupationnel pour celui de l'art, et revendiquer un réel travail visant des objectifs d'apprentissage. Entre ces formations à des techniques utilisables avec les enfants, et une véritable formation qualifiante pouvant déboucher sur une autre pratique professionnelle, voire un autre métier, la marge est faible et il s'en est fallu de peu qu'elle ne la franchisse. Cécile B. Pendant des années j'ai voulu faire une formation art cru mais qualifiante, je ne l'ai pas faite. C'est de ma faute, c'est-à-dire que c'était 5 ans d'attente, je trouvais ça très long, et finalement si j'avais fait ma demande, eh bien 5 ans seraient passés. Je me suis contentée de faire des morceaux comme ça, mais j'aurais voulu faire la formation d'animateur d'atelier d'expression ou atelier thérapeutique puisqu'il y a un module. La délégation syndicale est une autre activité qu'elle utilise pour sortir d'un quotidien professionnel insatisfaisant. Elle en a conscience. Il y a certes incontestablement l'engagement personnel, permettant d'organiser un contre-pouvoir dans l'établissement et faire valoir les droits des professionnels, mais il y a aussi le bénéfice du temps de délégation qui est consacré à autre chose que l'intervention directe auprès du public, offrant la possibilité de rencontrer des professionnels d'autres établissements, d'assister à des congrès, à des conseils divers. Cécile B., je fais partie du bureau. J'ai un mandat électif au niveau du bureau et j'ai, du fait de ce mandat, des autorisations d'absence de l'institution. Dans ce cadre-là, j'ai le droit à 10 jours d'absence dans l'année donc je les prends. Ça concerne les conseils CFDT santé sociaux tous les 2 mois. Ce conseil a lieu sur du temps où je ne travaille pas, mais il est réparti dans mon horaire à raison d'1 heure par semaine. Enfin, le troisième élément mis en œuvre pour réduire l'activité centrale, ou en supporter les contraintes, c'est le temps partiel. Cécile B.
Je compte rester à 65% parce que c'est le choix de gourder du plaisir à travailler puisqu'on peut le faire. J'étais très contente aussi de permettre à une autre personne de venir travailler en donnant la moitié de mon poste. Donc la personne a eu un poste en CDI. Aujourd'hui, Cécile exerce toujours dans le même établissement mais dans un service particulier, un CESAD 42. Blanc, les tâches professionnelles qu'elle réalise lui conviennent tout à fait. Elle a su, au cours de son parcours professionnel, utiliser le contexte institutionnel pour se dégager de ce que Hugues C. nomme le sale boulot. Le travail au CESAD la confronte à d'autres tâches professionnelles qui relèvent d'une troisième famille, que nous allons aborder maintenant. Ainsi, sans changer d'employeur, mais à condition de saisir les opportunités qui se présentent, la carrière professionnelle peut évoluer de façon satisfaisante pour l'agent. Troisième famille, les éducateurs spécialisés mobiles. Elle regroupe les professionnels dont l'activité centrale repose sur l'élaboration d'un lien, escompté de qualité, avec l'usager et son entourage pour engendrer des effets en termes de socialisation. Le support technique principal est l'entretien, et l'objectif est l'accompagnement social des personnes visées. Ils exercent le plus souvent dans le cadre du milieu ouvert. Ce mode d'intervention s'est considérablement développé durant les années 1980, à la suite notamment du rapport Bianco-Lamy remettant en cause les modèles et les résultats de l'aide sociale à l'enfance en termes de rapport qualité-prix, puis de la décentralisation qui faisait passer les services de l'aide sociale à l'enfance au département. Le milieu ouvert s'oppose à l'internat, en privilégiant le maintien des usagers dans leur milieu familial et leur environnement habituel. L'intervention des professionnels sur le lieu de vie de l'usager paraît plus efficace et moins onéreuse qu'un placement en établissement spécialisé. Un juge pour enfants peut ainsi missionner des éducateurs spécialisés pour un suivi éducatif dans la famille. Les éducateurs spécialisés, travaillant en milieu ouvert, se rendent au domicile des familles ou les reçoivent dans un bureau. Il arrive fréquemment que leur activité centrale soit de s'entretenir avec des parents, de conduire un enfant chez son père ou sa mère, de l'inviter seul ou avec d'autres enfants à faire une sortie au cinéma, au restaurant ou dans un espace ludique. Les objectifs de travail varient selon la mission reçue qui peut être un soutien aux parents dans l'éducation de leur enfant, et ou un suivi afin de s'assurer que le ou les enfants ne sont pas en danger. Depuis les années 1990, à la suite des annexes 24, des services similaires se sont ouverts dans le secteur du handicap. Nommés différemment selon le type de déficience, CESAD, SAFEP, il consiste à assurer les prestations nécessaires dans le milieu de l'enfant, dans son école ou dans le service. Ce qui distingue le plus ces éducateurs spécialisés mobiles de ceux du quotidien ou des pédagogues, c'est le fait d'intervenir principalement sur des individus et très peu sur des groupes. Ces éducateurs sont souvent associés à un assistant social dans le secteur de l'inadaptation sociale, à des psychologues, des rééducateurs ou des instituteurs dans le secteur du handicap. Des éducateurs spécialisés missionnés et missionnaires. Ils exercent dans le cadre de la prévention spécialisée, de l'aide sociale à l'enfance, de la protection de l'enfance, de la politique de la ville. D'une manière générale, ce n'est plus le public qui se déplace dans un établissement spécialisé pour bénéficier d'une prestation mais les éducateurs spécialisés qui se rendent dans un espace géographique autre, qui peut être un domicile, un centre social, l'école, la rue. L'intervention vise la résolution de problèmes, à court ou long terme, ou l'amélioration d'une situation individuelle ou collective. Il faudrait évidemment différencier les situations, car on ne peut assimiler purement et simplement les missions des éducateurs spécialisés travaillant dans le cadre de l'AS avec celles mises en œuvre dans un CESAD ou en prévention spécialisée, ou dans un SAMU social. Pour tous, l'activité centrale est cependant constituée d'interventions professionnelles centrées sur des individus ou des petits groupes d'individus, souvent la cellule familiale, et dans des espaces professionnels éloignés des établissements ou des services traditionnels. Certains de ces éducateurs spécialisés sont incontestablement amenés, à travers des tâches périphériques, à encadrer des groupes d'enfants ou d'adolescents, lorsqu'ils organisent une activité de loisir par exemple. Leur activité centrale consiste au demeurant en l'instauration d'un lien de confiance avec un jeune ou ses parents ou un adulte isolé, et non l'apprentissage d'une technique ou l'accompagnement dans la vie quotidienne.
Agnès N est une jeune femme de 32 ans, mère de 3 enfants. Elle est en congé maternité, au moment de l'entretien. Elle est diplômée depuis 10 ans et travaille, depuis l'obtention de son diplôme, dans le cadre de la prévention spécialisée. Agnès N. Dans le travail en prévention spécialisée, ce qui me convient bien, c'est la diversité des contacts et des relations établies avec les gens. En plus, nous n'avons pas de local sur le quartier. C'est nous qui sommes en terrain étranger entre guillemets, on est chez les gens sur leur territoire. Pour les jeunes, d'autant plus ceux qui sont en bas des cages d'escalier, voir des adultes comme ça déambuler sur le quartier c'est un peu particulier, mais ils sont habitués et puis on est très bien accueillis. Mais c'est vrai qu'on est sur le terrain des gens un petit peu. C'est un travail très diversifié, on a tout un travail de contact, d'observation, voir ce qui se passe, voir un petit peu les dysfonctionnements qu'il peut y avoir à un moment donné ou à un autre. On met des actions en place avec les habitants et avec les différents partenaires, les différents professionnels et ça c'est très intéressant. De pouvoir agir, pas en temps réel parce qu'il faut un temps de diagnostic, mais ensuite on met en place une action, on agit rapidement en prévention. Au niveau des gens, il faut du temps pour qu'ils nous repèrent, qu'ils nous reconnaissent, qu'ils sachent un peu si on est dangereux ou pas comme travailleurs sociaux. C'est vrai que dans les familles, il y a aussi l'intervention de l'assistante sociale qui est plus compliquée parce qu'elle a un regard, elle a quelque chose à dire par rapport aux enfants, par rapport au budget. Nous, on a une autre façon d'aborder les choses. Parfois on peut être les derniers travailleurs sociaux en contact avec une famille quand les liens ont été rompus de tous les côtés, avec toutes les structures. Des jeunes par exemple, qui ont eu une prise en charge et pour qui il y a des mains levées à 17 ans juste avant leur majorité, ils se trouvent sur le quartier ces jeunes-là et on est un des derniers contacts avec eux. Nous sommes ici en termes de description, loin du quotidien des éducateurs spécialisés d'internat, loin des activités d'apprentissage ou d'animation, pour découvrir des pratiques professionnelles décrites dans un langage technique relevant d'autres professions ou activités, celles des sociologues, diagnostics, actions, des policiers, infiltration, des psychothérapeutes, non-jugement. La dominante manuelle du métier, présente dans les autres familles d'éducateurs, est inexistante. Un parallèle peut être fait avec le travail de l'ethnologue qui vient découvrir et analyser les habitudes de vie de l'indigène, sauf qu'ici l'élément étranger vient aussi pour corriger des habitudes de vie se situant ainsi plutôt du côté du missionnaire. L'activité professionnelle est décrite comme l'établissement d'un lien entre les jeunes d'un quartier et des institutions sociales, en s'appuyant sur toutes les instances existantes, écoles, commerces, mairies, etc. Agnès N. C'est un champ d'intervention très large, de la petite enfance aux personnels âgés. Le premier public ce sont les jeunes, mais les jeunes sont dans un contexte, dans un quartier. Plus on fera des actions qui font que le quartier a une image positive, que ce soit au niveau des adultes, au niveau des jeunes parents, au niveau des jeunes enfants, plus les jeunes vont se retrouver dans cette image positive. Moi, c'est tout ce qui me plaît en prévention, c'est très vaste. On met à peu près 1 an à être repéré sur un quartier. Après, il faut faire preuve d'IMCH et puis être bien à l'écoute et prendre du recul. L'activité centrale de cette éducatrice consiste à établir du lien avec des jeunes et leurs familles dans l'espace même de leur quartier, afin d'exercer une fonction de médiation et de régulation. Le principe de la prévention spécialisée repose sur l'ABSCNCC de mandat judiciaire ou administratif, et la libre adhésion des usagers. Aucune obligation pour les jeunes ou leurs familles de rencontrer les éducateurs présents sur le quartier. C'est à ces derniers de réaliser le travail de l'accroche relationnelle. La maraude et les palabres sont des termes techniques utilisés pour nommer ce travail de contact qui distingue ces éducateurs spécialisés de rue du reste de la profession. La présence dans le quartier. Cette pratique qui consiste à aller à la rencontre des habitants d'un quartier et qu'Agnès N qualifie de balade, peut paraître aux profanes relativement facile. La façon dont elle est nommée par l'interviewé traduit d'ailleurs la perception des non-initiés. Pourtant, contre les apparences, cette démarche à première vue très simple peut présenter des difficultés pouvant conduire à des stratégies d'évitement. Agnès N. Notre présence en tant qu'éducateur en prévention peut être violente pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on se balade sur le quartier, on est sur leur territoire, on est dans leur cage d'escalier. Notre présence peut être mal vécue par les jeunes,
Ça leur fait violence de voir tout le temps des étranges qui arrivent, qui sont là, qui surveillent. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, on ne sait pas. Il y a des moments aussi où on ne se sent pas bien pour aller sur le quartier, par exemple faire du travail de rue, parce que ce n'est pas toujours simple. Si on rencontre un groupe de jeunes alcoolisés en train de fumer, ce n'est pas forcément très agréable de se faire charrier ou même ignorer, même s'il ne se passe rien de désagréable, si on ne se sent pas suffisamment fort en se disant « Bonne, on verra bien ce que je trouve, vaut mieux pas y aller à mon avis », c'est éviter de faire n'importe quoi parce que si on est PASAL', pour aller au contact des gens, ils vont le sentir et qu'est-ce que ça peut donner de bon dans la relation, pas forcément grand-chose. Donc peut-être différer dans ces cas-là, mais si tous les jours on se dit « Ben non, je ne veux pas aller sur le quartier », et qu'on se trouve des réunions, des trucs et des machins, faut faire quelque chose. La coordination avec les partenaires. La multiplicité des intervenants concernés par le public que côtoient les services de prévention spécialisés oblige à un travail en partenariat qui se concrétise par des réunions de travail visant à la coordination entre intervenants, autres travailleurs sociaux, politiques, policiers, ou l'élaboration de projets communs. Se retrouvent ainsi autour d'une table des protagonistes aux objectifs, aux intérêts, voire aux méthodes parfois éloignées. La position et les modes d'intervention des éducateurs de prévention spécialisés sont souvent sur la sellette, obligeant à des explications, voire à des justifications. Agnès N. Bon, parfois avec certains partenaires c'est difficile. Ce n'est pas d'une manière générale que je me sentirais incapable de travailler avec tel ou tel professionnel, mais parfois avec quelques personnes, ça peut être difficile. C'est vrai qu'il faut toujours accent aigu expliquer les choses, redire ce qu'on fait en prévention. Les gens nous demandent toujours ce qu'on fait comme si c'était mystérieux, comme s'ils ne le savaient pas, ou comme si on était là où ils ne nous attendaient pas et qu'ils nous attendaient ailleurs. Ouais. L'éducateur en prévention, c'est quelqu'un qui se promène pas mal en fait. Moi, ça me plaît de me balader justement sur le quartier, de discuter avec les gens, de regarder ce qui se passe. Les habitants peuvent nous interpeller pour tel ou tel problème et moi je dis aux gens, partenaires, ben oui tu vois on fait notre petite balade, on fait notre petit tour aujourd'hui, bon ça fait promenade. Rire, c'est volontaire pour en rajouter une couche. Mais c'est vrai que c'est parfois perçu comme ça par nos partenaires. Ces activités résument globalement l'ensemble des pratiques professionnelles en prévention. L'entretien, maître mot illustrant la dominante intellectuelle recherchée par les éducateurs spécialisés, est ici très utilisé. Il se réalise au domicile des usagers, dans un bureau attribué aux professionnels, dans un café, voire dans la rue selon les circonstances. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.